Décision, on ne manquera pas de vous faire appel. Bonne soirée. Donc on va faire tourner le micro là. Et puis chacun doit peut-être essayer de s'exprimer là-dessus, essayer de voir un petit peu ce qu'on pourrait commencer à échafauder par rapport à ce qui vient d'être dit. Qui est-ce qui veut prendre la parole? Madame Sens. Oui. Alors je dis bien que c'est un débat, effectivement, donc on va noter tout ce qui est dit, et on pourra en discuter éventuellement s'il y a des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec ce qui se dit d'un côté à l'autre de la table, mais on va surtout noter effectivement toutes les remarques que vous pouvez avoir ce soir. Bonsoir. Donc par rapport à tout ce qui a été dit, bon, quelques notes. Finalement, il y a beaucoup de questions sur la partie économie-développement. On parlait de zones d'activité économique. Voilà, je voulais avoir un peu plus d'éléments. Est-ce que, bon, il y avait déjà une réflexion sur la sortie d'autoroute de Ilax. Est-ce qu'il s'agissait de cette partie-là ou vous pensiez d'autres extensions ou d'autres développements? Moi, je pense rien du tout. J'ai participé au débat comme vous. Je peux effectivement vous traduire quelque part ce que j'ai ressenti à travers cela, mais ce n'est pas forcément la vérité. D'accord. En ce qui concerne les zones d'activité, aujourd'hui, il y a plusieurs zones d'activité sur le territoire. Il y en a une à Landiras, il y en a une à Prégnac, il y en a une à Végueil, il y en a une à Sérence, et on projette quelque part d'augmenter le PFL est en chantier sur le prolongement de la zone de Sérence, de l'autre côté de PMA. Je ne sais pas où ils en sont, puisqu'effectivement, moi je ne suis plus sur ce dossier-là. Mais quand je suis parti de la petite commune, il y avait quand même pas mal de parcelles qui avaient déjà été acquises ou qui étaient en voie d'acquisition. Et puis il y a un projet que j'ai moi défendu personnellement au niveau du SCOT il y a 4 ou 5 ans, c'est la création d'une zone d'activité sur l'échangeur. Et pour cela, on vous a expliqué tout à l'heure que s'il y a des possibilités d'augmenter les zones d'activité, c'est parce qu'à un moment donné, on a discuté notre bout de temps au niveau des hectares qui pourraient nous être attribués au niveau du stock. Ça ne vient pas comme ça. C'est-à-dire que si vos élus à l'époque n'avaient pas discuté au niveau du stock, le nombre d'hectares potentiels qu'on pouvait obtenir au niveau des zones d'activité sur Convergence Garonne, on pourrait penser à toutes les zones d'activité qu'on veut, s'il n'y a pas les hectares qui nous sont donnés par le document de Supra, et on n'aurait rien. Je peux vous annoncer qu'on a 35 hectares de zones d'activité qui sont pointés pour Convergence Garonne à partir du SCOT, donc ça c'est acquis, c'est quelque chose effectivement. À nous de les placer le plus judicieusement possible, et vous avez raison, l'activité, et plus particulièrement cette activité qui est là, est très productrice de CFE, qui est la principale ressource de notre communauté de communes, puisque nous avons une fiscalité mixte, mais la fiscalité additionnelle est très faible par rapport à ce qui est apporté par les entreprises. Donc si on veut développer le territoire, il nous faudra effectivement ces subsides-là, donc il faudra bien effectivement développer. Et puis après, il y a une deuxième économie, elle l'a dit, c'est effectivement dans nos projets communaux, comment on fait pour réimplanter effectivement, comment on fait pour réinvestir les nouveaux locaux dans les centres-bourgs, dans les quartiers, éventuellement à la Granadée, où il y a de la possibilité de le faire. Donc cette deuxième économie, il ne faut pas l'oublier. Et là, c'est indépendant des 35 hectares, puisqu'on est surtout sur des projets communaux que vous avez vu, vous expliquez, effectivement, on pouvait actuellement réinvestir des locaux existants, ou lorsqu'on fait des créations, comme on a pu le faire sur la place, dédier des rez-de-chaussée à des commerces. Est-ce que j'ai répondu à peu près? Oui et non, mais bon, pour revenir un petit peu sur ce que vous me disiez là, réinvestir les centres de bourg, notamment sur Podensac, on voit sur les nouvelles constructions, il y a des locaux encore commerciaux disponibles.
Pourquoi on n'arrive pas à les louer? Pour quelles raisons? Est-ce que ces loyers sont trop élevés ou est-ce qu'on... Je n'ai aucune idée. C'est vrai qu'il y a de moins en moins, il y en a qui ont été investis, il y en a des gens qui sont partis, il y a des activités aussi qui ne sont pas forcément au niveau des études de marché qui n'ont pas été forcément bien ciblées. Je ne connais pas la hauteur des loyers, mais ce que je vois quand même, c'est que ça se garnit quand même pas trop mal. C'est comme la zone de l'Ambiras. Moi, quand je l'ai pris, il y avait 5 terrains de vendus. Quand je l'ai quitté, pratiquement, il ne restait que 2 ou 3. Je crois qu'elle est pleine maintenant, pratiquement. Non, il y en a encore combien? 3 ou 4. Oui, c'est ça. Il y en avait 20 et quelques ou 27, 10 ou 27 au départ. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe là-dessus. Il faudrait l'analyser beaucoup plus finement. Peut-être que tu peux nous donner. Enfin bon, on n'a pas trop à se plaindre par rapport effectivement à d'autres communes que je ne citerai pas, qui ne sont pas loin d'ici, où effectivement les vitrines sont vraiment fermées. Oui, ouais. Oui, merci. Alors moi, je découvre en partie ce document, donc si j'avais regardé un petit peu sur les diapos avant. La description de ce PADD, finalement, avec les points d'attention qui ont été portés à notre attention, les points de vigilance, les forces, les faiblesses. Enfin, moi, j'ai eu le sentiment d'avoir plutôt bien reconnu notre territoire, d'avoir bien entendu, finalement, décrit ses potentialités, ses opportunités, vraiment avec les bons points de vigilance, me semble-t-il, en termes de risques et de faiblesses. Et c'est vrai que le projet, là, tel qu'il a été décrit, ce soir, il me paraît vraiment dans les clous de ce qu'on peut attendre de ce projet à ce moment-là. Et dans tous les cas, à ce stade-là, dans la bonne direction. C'est l'impression que j'en ai comme ça à brûle-pourpoint. L'idée est simple. Je te remercie de cette approche-là parce qu'à un moment donné, effectivement, on parle effectivement du plan d'aménagement et de développement durable de la communauté de communes. Et le but, c'est que nous, effectivement, au niveau de notre commune, à l'échelle de notre commune, on trouve un intérêt au développement de notre propre commune et qu'il n'y ait pas de frein dans ce qu'on imagine effectivement pour notre village dans les années qui viennent, c'est-à-dire dans les 15 prochaines années. Il ne faut pas que ce document, à un moment donné, vienne annihiler quelques espérances ou plutôt débrider certaines choses. Par exemple, elle vous a parlé tout à l'heure, et c'était assez symptomatique, de communes qui sont aujourd'hui débordées. C'est simplement aujourd'hui le fait qu'à l'époque, ils ont changé leur poste en PLU et ils sont tombés après à travers les fauches codines de la loi Allure qui ne permettaient plus de positionner sur le territoire, sur leur territoire, des tailles minimum de terrain, et les aménageurs s'en sont donnés à cœur joie en faisant de la découpe. Et on se retrouve effectivement, et je ne citerai pas les communes, mais elles sont plutôt vers le nord, une en particulier, qui devient totalement ingérable. Je vais vous expliquer que quand l'énergie commençait à rentrer en voiture, et puis il y en avait deux qui étaient dans la rue, et quand les rues sont étroites, et on ne peut plus passer dans la rue, je vous laisse l'occasion de faire un auditoire dans certains petits lotissements, et vous vous rendez compte que ça devient invivable. Donc voilà, c'est ça effectivement la difficulté qu'on va avoir, de passer après, parce qu'on va donc tomber en PLU, et de faire attention à ne pas trop étendre notre bourg, mais plutôt de réinvestir les zones, ce qu'on appelle nous des dents creuses, de telle manière à pouvoir travailler en densification. Pour la bonne et simple raison, c'est que quand on travaille en densification, on fait beaucoup moins de fonctionnement. On ne crée pas de route, on ne crée pas de réseau d'eau, on ne crée pas de réseau d'assainissement, on ne crée pas de réseau électrique. Et plus on crée de réseau électrique, plus on crée des fonctionnements. Et plus le fonctionnement pèse sur une commune, plus c'est difficile après d'investir, vous le savez très bien. Donc il va y avoir un juste milieu à trouver, mais là on rentre dans cette phase où on va discuter tout ça, en disant qu'effectivement pour l'instant, pour 30%, ça me paraît énorme. Oui, je crois que ça me paraît énorme. Il faudra peut-être essayer de se fixer effectivement
des objectifs un peu plus à la baisse, travailler dans le centre-bourg, réinvestir peut-être les îlots, hein, et certains bailleurs sociaux sont prêts à venir travailler avec nous, puis on va travailler sur du R+1, R+2, de faire en sorte effectivement, et on va très bien ici, par rapport effectivement au fait qu'on va pouvoir faire des logements, la densification et le nombre d'espaces consommés correspondra bien au tableau. C'est vrai que dans des communes plus rurales où ils ne font que du rez-de-chaussée, plus particulièrement que du lotissement, c'est pour cela qu'eux, ils ont quelques difficultés pour remplir certains objectifs. Voilà, je te remercie pour l'intervention. En fait, on ne peut pas vous donner le micro, je pense pas. En fait, pour passer de 150 à 142, on va être obligé de passer dans la verticalité. De toute façon, la division de la construction verticale, comme tu viens de dire, en R+1, R+2, pour pouvoir assurer nos 30% et nos... Oui, mais c'est les centralités qui vont le faire, et ça va très bien se passer. Parce que quand on regarde un petit peu, on a notre part de consommation dans les dernières années. Et je vous avais parlé de sociologie. Effectivement, il y a 10-15 ans sur Prodinsac, on avait une pyramide des âges qui était complètement déséquilibrée. Donc il fallait faire venir de la population. Donc on a fait venir de la population, on a consommé de l'espace. Donc dans les 752 qui avaient été consommés, Prodinsac en a consommé pas mal. Mais maintenant, dans les prochaines années, Prodinsac en consommera beaucoup moins par rapport à ce que tu viens de dire. Donc les 152 ou 158, c'est 52. 150, et les 142, ça va s'équilibrer par rapport aux centralités, puisqu'effectivement, on va plutôt travailler en verticalité. Oui. Tout à fait. Division parcellaire aussi, peut-être, sur le centre. Division parcellaire, c'est très compliqué. Moi, j'ai ma petite idée là-dessus, mais en fait, c'est très difficile, parce que lorsque vous avez une parcelle de 950 mètres carrés, la maison qui n'est pas tout à fait au milieu, quand vous taillez un petit terrain de 350 mètres carrés devant, ça devient un peu compliqué. C'est ça la division parcellaire. Et je crois que quelque part, on va travailler. Aujourd'hui, c'est relativement simple. On a très peu de possibilités sur Prodinsac de division parcellaire. Il y en a quelques-unes qui ont été faites sur la route rue de Rouquette, pour ceux qui connaissent, où on a des terrains qui faisaient faire 1200 mètres carrés, où il y a eu des possibilités, puisqu'ils sont obligés de détacher 950 mètres carrés encore. Donc ils ne pourront pas redétacher en deuxième ligne, 950 mètres carrés, surtout que les maisons, j'ai bien regardé, sont bien au milieu des terrains. Donc les divisions parcellaires, il n'y en aura pas trop. Par contre, là où on risque effectivement, et là c'est là qu'il faudra faire attention, c'est sur les nouveaux espaces qu'on risque de mettre à disposition. Et plus particulièrement à la sortie du bourg en allant vers Sévence, où on risque d'implanter effectivement la gendarmerie. Et là, il y a un autre outil, dont on n'a pas parlé, où là, un petit peu esquissé, mais dans la tête de certains, OAP, ça vous a peut-être dit quelque chose, c'est les opérations d'aménagement et de programmation. C'est-à-dire que sur un espace dédié, 4-5 hectares comme là, on va pouvoir mettre l'équipement public, on va pouvoir aussi travailler avec, mettons, des maisons de ville, en mettant des terrains un peu plus grands, des terrains un peu plus petits, faire en sorte qu'il y ait une sociologie qui se dégage et faire en sorte qu'on soit pas dans des lotissements pur et dur où tout est édulcoré, tout est identique, mais créer quelque part un nouveau quartier bien rapporté au bourg par des liaisons douces, de telle manière à faire en sorte qu'on imagine l'extension du village différemment que par les lotissements. Le lotissement a été très utile à un moment donné. Il est beaucoup moins aujourd'hui. Et là où on voit effectivement qu'il y a des lotissements qui se font sur des petites surfaces, hein, j'ai quelques communes là sur l'ouest qui sont sur des petites surfaces. Il faut voir à l'arrivée dans quelle danse ça va donner, mais je crois que ça, il va falloir y faire attention. On aura un autre outil, on aura l'OAP, mais on aura aussi le règlement. Et le règlement, si on ne pourra pas imposer de surface minimum, on pourra quelque part effectivement contraindre les gens en disant effectivement sur la première ligne vous pourrez construire mettons à 4 mètres ou 5 mètres de la rue, à 4 mètres des voisins, mais en deuxième ligne ça sera peut-être un peu plus loin. Donc il faut que les terrains soient un peu plus bas, mais en troisième ligne encore plus loin. De telle manière à ce qu'à un moment donné, il y ait une respiration nécessaire dans l'habitation. Pour cela, contraindre les gens à acheter des terrains immenses. Quelque part, il
Quand on descend à 400, 350 mètres carrés, moi je trouve que c'est juste pas possible dans des milieux comme des milieux. Pour la plupart, on a à peu près 950 mètres carrés ou 200 mètres carrés, et on n'est pas trop mal là-dessus. Hein, voilà. C'est une Moi, base. c'est 150 mètres carrés. Sur 400 mètres carrés, oui, c'est petit. Voilà. Moi, j'avais une question. Merci. Effectivement, l'analyse de ce document était claire, nette, précise, en quelque sorte faisait consensus et donc n'appelait pas de débat. Donc moi, je me suis interrogée sur notre positionnement. Les explications données sont extrêmement claires et évidemment, comme le disait Warren, je me suis totalement retrouvée, enfin j'ai retrouvé Provençal dans l'analyse. Là où je me pose une question, c'est on parle de redynamiser et on parle éventuellement d'avoir un aménagement de type, alors je vais dire un gros mot, peut-être commercial, au niveau de l'échangeur. Qui dit échangeur dit péage autoroutier. Alors je sais bien que ce n'est pas de la compétence des communes ni de l'intercommunalité, mais quel est le poids de notre réflexion sur une éventuelle gratuité du péage juste à Codensac, voire plus loin. Puisque quand on regarde un peu autour les territoires autour de la métropole, pour aller à Arcachon c'est gratuit, pour aller à Libourne c'est gratuit, et pour aller à Langon c'est payant. Est-ce qu'une manière de dynamiser notre territoire ne serait pas justement dans le fait de faire une gratuité de péage? C'est une bonne réflexion, et c'est vrai que, autant que je me souvienne, ce dossier a été ouvert par Jean-Claude Routier à l'époque, qui était sur Varsac il y a une vingtaine d'années, et je crois que c'est un peu compliqué avec le gestionnaire Vinci, et puis peut-être pas forcément une grande volonté de l'ensemble des élus du Sud-Gironde là-dessus. Donc avec peut-être la compétence mobilité, les choses vont peut-être avancer. La gratuité, j'y crois pas du tout. Par contre, effectivement, un tarif préférentiel pour les résidents, pour ceux qui effectivement vont travailler sur Bordeaux ou ailleurs au long de cet axe depuis Langon, voilà, pourrait être une bonne chose. Mais à ce moment-là, il faudra que les communautés de communes, dans leur ensemble, peut-être dans leur département, ou plutôt peut-être la région, mettent la main à la poche. Mais il n'y a pas de précédent, donc c'est compliqué, évidemment, il va falloir inventer des choses. On n'ira pas sur une gratuité, ça ne me paraît pas aujourd'hui, on sait déjà aller. Avec peut-être effectivement une incitation en permettant aux gens de prendre l'autoroute en moindre coût. Pourquoi pas, ce serait très simple, au travers effectivement du télépéage. C'est quelque chose de très chouette, une fois que le dossier est bien monté, que les gens effectivement n'utilisent pas l'autoroute pour d'autres besoins que les besoins des allers-retours trajets pareil, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, c'est bien d'accord. Bon, voilà. Lors de la présentation, j'avais bien compris qu'il y avait une volonté de créer des emplois, de garder les personnes résidentes sur ce territoire-là, qui puissent aussi travailler sur ce même territoire. Par contre, effectivement, je suis d'accord sur le fait que toute la présentation a été tout à fait très précise, il y a une vraie volonté, mais je trouve quand même qu'il manque d'ambition. Sur 15 ans, il y a cette activité économique, cette partie transition écologique, une vraie ambition manque, notamment sur la partie développement économique, parce que c'est quand même un point qui est important. On ne parle pas de pôle de compétitivité. Aujourd'hui, pour attirer des entreprises, des talents, il en manque en Sud-Gironde. Et on ne peut pas créer des emplois, à mon sens, sans
sans faire venir ces startups, ces entreprises innovantes de la recherche. On parle du numérique, de l'agriculture de demain. Il manque cet aspect-là. Quand je vois du côté de Martillac et pas de l'autre côté de Montesquieu, ils ont réussi à faire quelque chose à ce niveau-là. Voilà, c'était... Autre remarque est en train d'être prise en compte et sera effectivement transmise de telle manière à ce que ça puisse nourrir la réflexion, puisqu'on a un an encore de réflexion sur ce PADD, de telle manière qu'effectivement on puisse apporter. Moi, je n'ai pas de réponse immédiate par rapport à ça. Je sais qu'on ne supporte pas la comparaison entre Montesquieu et ici, puisqu'effectivement, quand on même Bourde, on verrait les choses certainement d'une autre façon, mais on sait très bien qu'on est dans un territoire qui est très, très tendu. Vous savez très bien que ce que je pense effectivement de la métropole, qui aujourd'hui est une centrifugeuse, et je crois que la métropole, il va falloir que, dans pas longtemps, se pose de vraies questions par rapport à des territoires comme le nôtre et qu'elle joue quelque part un petit peu la péréquation, mais ce n'est pas forcément la péréquation en espèce souvent trébuchante, mais c'est aussi, effectivement, et j'ai un exemple à vous donner très simple, mais les entreprises, on nous dit toujours, dans le territoire, si vous avez de la place, on vous enverra des entreprises, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, elles passent à Jalbourg, elles passent à Montesquieu, et puis à Montesquieu nous envoie les entreprises qui ne sont pas productives effectivement de CFE, elles se retrouvent avec des entreprises qui aujourd'hui sont implantées sur le territoire, très peu d'emplois, et les emplois ils restent là-bas. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais votre remarque est pertinente dans le sens, et on la note effectivement pour qu'on puisse effectivement avoir la discussion. Je voudrais juste ajouter un point. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'aujourd'hui, sur ce territoire-là, vous savez tous ce que je fais, on aime ce territoire, les chefs d'entreprise, les entrepreneurs veulent un cadre de vie, ils veulent s'installer, créer des emplois. Je pense que voilà, il y a possibilité d'accueillir et les gens veulent venir de Bordeaux ou d'ailleurs. Hein. Donc on a un vrai territoire sur lequel il y a un vrai potentiel à travailler en tout cas. Enfin, c'est mon sens. Je suis persuadé. Par contre, moi je suis d'accord avec vous. Vous voyez, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je suis d'accord avec vous. Pour la note, juste une petite précision sur le rapport de Tréda de souscription de police et de continuité tout à l'heure. Par contre, y a-t-il une réflexion de paquet de l'extension de cette zone, notamment là de nouvelles entreprises, du pépinière, des choses comme ça? Moi, on sait, vous parlez de Montesquieu, on sait que là, ça démarre comme ça. Aujourd'hui, les choses vont se dégager très rapidement sur l'ILAS, je pense, puisqu'effectivement, au niveau du foncier, on va pouvoir travailler. Voilà. Ce type d'aide au départ, c'est quand même par nature créé par à l'initiative de la collectivité, du local, ou alors d'essayer Ce qui avait été imaginé sur la zone autour du parc. C'est la zone la plus importante, c'est effectivement de faire une zone. D'abord, il faut intégrer dans l'environnement maintenant, d'une manière très claire, et à terme, avec un lien des entreprises qui valorisent, y compris effectivement le genre de pépinière, où on peut très bien imaginer tout ça sur les 50 quelques hectares, ou les 35 hectares qui seront dédiés. Mais derrière, il faut le foncier va arriver, et à partir de là, je suis persuadé. Ce n'est quand même à la sortie de Bordeaux, et aux portes de Bordeaux, on a tout. Il y a là un site idéal en termes de restauration, d'hôtellerie, il y a vraiment des choses à faire sur ce secteur, y compris les zones à thème. Par exemple, on est sur la dernière plaque pour la FIO. C'est-à-dire que le centre de Consac et particuliers vont être accordés. On est en train de finaliser les raccordements et les ouvertures. Chez nous, là, la zone d'activité, c'est livrable en 2024 voire 2025.
pour mettre la dernière partie raccordée de tout le... Alors, soit vous aviez trop de débit au départ, et Gironde Numérique s'est engagé à fournir du débit à ce qu'elle n'avait pas, soit effectivement ça a été mal arrivé, parce que bon, moi je suis intervenu sur des dossiers au niveau effectivement de la fibre, et en allant amortir du coup, en travaillant effectivement avec Yann Breton, il y a quand même des choses à faire, ce sont des gens qui sont assez ouverts. Donc il faut nous donner, éventuellement, et nous on regardera un petit peu au niveau du département ce qu'on peut faire, il faut nous donner les éléments, on attaque les élections passent, nous donnons les éléments au prochain conseiller départemental, et puis on va avancer sur la fibre, il n'y a pas de raison, sur une voie comme ça, il n'y a pas de souci. Hein. Là, on pense à l'extension de cette zone. Le répartiteur il est toujours à la gare à Séance. Il n'y a rien qui a été. Je connais pas. Et voilà, techniquement, le dessin est complètement saturé. Il y a cette fibre même. Il n'y a rien. Donc on va installer dans toi. Alors vous allez me dire, c'est pas pour dessus. Pour l'instant, si l'OHT, avec la 150 expropriation, ou mise en branle l'expropriation, donc elle n'est pas construite tout à fait dessus pour l'extension de la zone. Mais voilà, des choses. Sauf que, moi j'avais préconisé à un moment donné de travailler sur le terrain qui était l'ancien terrain de PCC, où il devait faire du flaconnage, qui a été vendu à un investisseur. Et là, il y a un terrain assez important en bordure de route, qui touche effectivement les terrains de la CDC à côté de la Bâche, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent bien le coin. Et il y a une possibilité de faire une première tranche là, pour pouvoir amorcer quelque part les choses. Donc, il va y avoir. Je souhaite quelques lancements, c'est comme ça que je l'avais souhaité à l'époque, mais bon, après. Une dernière petite remarque. Moi, je faisais partie de l'équipe des élections quand on a déménagé PMA ici. À l'époque, on s'appelait Usinor, on a acheté des hectares, on a monté ces petits hectares, c'était en juin 98. Au début, on voyait ce là. Et depuis des années, moi, je suis revenu là depuis quelques années, je suis juste en place, ça fait 10 ans. Je ne vois jamais personne de la CDC ou de la présidence de la zone d'activité. Et on n'est pas venu nous voir pour ces sujets de raccordement à la fibre, de potentiel électrique, d'état des routes, des choses comme ça. Je vois, moi, cette zone d'activité, je vois jamais personne. Ouais. Donc, je vous le dis, Non, mais bon, il n'y a pas de. Cette zone d'activité, d'abord, c'était la zone d'activité qui était la zone d'activité Sérance-IAS, qui était gérée par les élus de Sérance et d'IAS, c'était après devenu communautaire. Et c'est vrai que sur des sujets comme ça, moi je pense que sur le sujet de la fibre, il faudrait peut-être essayer de faire remonter ça de telle manière à trouver des solutions. Sur cette extension, les besoins que nous on a, parce que les entreprises qui font aussi ceci, les besoins que nous on a, donc prendre en moyen, voilà, la fibre, la connexion, des choses comme ça, en besoin d'extension, en besoin de formation, de ce qui doit être créé pour accompagner le grossissement de ces besoins, personne ne vient nous consulter, quels sont les premiers acteurs sur le bloc, jamais personne ne vient parler de s'installer, nous sommes les premiers constants. Il y a l'historien qui s'occupait de l'économie, il y en a besoin. Oui, je connais le marché, mais il faut les voir pour savoir. Ah, mais il faut les voir. Absolument. Est-ce que on va concilier cela, on va transmettre. Sachez qu'effectivement, le débat va se nourrir pendant l'année qui vient. Donc voilà. Et une fois que l'on aura mis en place cela, on va pouvoir travailler sur ce qu'on appelle le dossier statué. Lorsque les dossiers année en année nous seront un petit peu gênants pour nous, de la syndication par exemple, avec le RMU, j'espère
qu'on soit pour un consensus pour dire attendez là, ce dossier-là, chers aménageurs, on va attendre un peu. Donc ils ont bien compris le message. La deuxième commune, ils n'ont pas forcément bien compris. On va donc attendre de bien finaliser l'aspect réglementaire du PLU avant de lâcher complètement les chevaux et on saura effectivement vers où on va parce que c'est ça qui est important. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans la situation où se retrouvent aujourd'hui certaines communes dans 15 ans ou dans moins de 15 ans où on aura des écoles qui vont exploser, des gens qui vont s'engueuler, excusez-moi, dans les lotissements. Voilà. Une chose par rapport aux réunions Oui. du pays. Oui. Donc préciser, c'est que par rapport à l'enquête qui a été faite sur les 10 dernières années, Oui. la surface qui a été occupée et ce qui prévoit pour les 15 prochaines années. Entre les deux, ce qui est pris en compte aujourd'hui n'est pas pris en compte ni dans le futur PLU ni dans l'enquête initiale. Donc c'est des constructions supplémentaires qu'il faut prendre en compte aussi. D'accord. Bien, merci pour cette précision. On peut clore le débat? Et je vous remercie. Jean-Marc, on va parler de du GAEC. Donc, j'ouvre à nouveau la séance. Nous avons un secrétaire, nous avons validé le compte rendu. Vous savez qu'il y a procuration pour qui. Donc, première délibération, Fonds départemental d'aide à l'équipement des communes pour 2021. Alors, en effet, le fonds d'aide pour 2021 concerne donc, c'est le fonds départemental d'aide à l'équipement des communes. Et si vous vous souvenez, sur l'exercice 2020, nous avions décidé pour l'exercice 2020 l'achat d'un nouveau véhicule pour les services techniques, l'achat de petits matériels, des broussailleurs et tondeuses et autres. On était pour un montant à peu près de 17 000 €. Cette année, il nous est encore possible de faire une demande d'aide auprès du département et il s'agit de dépenses d'investissement prioritairement et uniquement d'investissement et pas de fonctionnement. Et on a souhaité pouvoir mettre l'accent cette année sur alors c'est une recherche de subvention complémentaire à nos recherches de subventions annuelles. Et on a décidé d'y flécher en fait la reprise des peintures des différents bâtiments municipaux, églises et cimetières, ainsi que les écoles. Voilà. Donc vous les avez à l'écran, réflexion des peintures et portails et portes de l'église, presbytère, salle de catéchisme et la sacristie, pour un montant TTC de 7 278,58. La réflexion des peintures et des portails de l'ancien et du nouveau cimetière pour 5 752,06. La réflexion des peintures des grilles extérieures de l'école élémentaire, les grilles de façade pour 7 074,48. Et la réflexion des peintures du portail d'entrée du parc Chavin et des deux portillons pour un montant de 4 259,20. On aurait pu en mettre un petit peu plus, mais globalement, l'enveloppe qui est attribuée chaque année pour Ponassac tourne entre 15 à 18 000 €. La liste n'est pas exhaustive, mais il nous a fallu flécher quelques opérations et on a souhaité flécher celle-ci, donc pour un montant total TTC de 24 364,32. Donc si vous en êtes d'accord. Le montant qui est annoncé de 17 120, il a été arbitré par les conseillers départementaux, c'est le bon. Ou pas? Le deuxième paragraphe, dans le cadre de ce dispositif, la commune de Ponassac se voit attribuer une enveloppe globale d'un montant de 17 120. Oui. C'est l'arbitrage? Oui. D'accord. Il y a des remarques? Il y a des remarques? Une question. Oui, Vous parlez de recherche de vous parlez
vous parlez de recherche de subventions. On a visité il y a quelques mois l'école maternelle, qui est quand même en triste état, et à aucun moment, alors ça rentre peut-être pas dans ce cadre d'investissement de cet argent, C'est ce que je disais. à aucun moment on voit ni recherche de subventions, ni travaux prévus. Est-ce que pendant l'été, il va y avoir des choses de faire dans cette école maternelle? Alors, si vous vous souvenez les différentes réunions, et si vous étiez présente aux différentes réunions de préparation budgétaire, à plusieurs reprises, on a fait référence aux travaux d'entretien bâtiments et voiries, et on a abordé cette question de la reprise des peintures sur les écoles avec l'arbitrage pour l'école élémentaire en prestation externe, et que la façade de l'école maternelle serait réalisée en régie. Voilà. Parce qu'on a les effectifs. Si vous voulez l'extérieur, je pense que pour les enfants et les instituteurs, ça leur est égal. Mais par exemple, la cour, dans mon souvenir, il y a des défauts au niveau du sol, il y a des choses quand même à revoir. Après, il y a l'apparence extérieure, mais ça rentre à quel moment? Alors, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de rencontrer les équipes enseignantes avec Jean-Philippe Thomas, l'adjoint aux écoles. Des projets ont été proposés d'aménagement sur la cour de l'école maternelle. Ils ont été pris en compte. Un certain nombre d'aménagements ont déjà été réalisés. D'autres sont à venir. Et dans un troisième temps, il y a des sujets qui sont de fond, qui sont un petit peu plus onéreux et structurants. Et dans le cadre du travail que l'on mène en parallèle sur le lancement de la rénovation de l'école maternelle, on arbitre prioritairement sur la structuration et les travaux qui sont en capacité à être faits de manière interne. Et tout ce qui est plus structurant, on va les rapprocher aux travaux de réaménagement. Voilà. En tout cas, ce ne sera pas sur 2021. Ça n'a pas été budgété comme ça. De toute manière, cette délibération, c'est surtout pour une affaire de 17 120 euros au lieu de Au départ, ça rentre peut-être pas, mais quand on voit qu'on fait la vérité de l'école primaire, je sais pas si c'est un appartement, j'en sais rien. C'est noté, madame. Dans la même lignée de remarques, je pense qu'aujourd'hui, on a répété autant en tant qu'opposition, mais aussi tout au long de la campagne. Oui, donc je disais dans la même lignée de la remarque, je voulais ajouter que par rapport à l'école primaire notamment, je pense qu'aujourd'hui, on a répété en tant qu'élu d'opposition sur la dernière campagne électorale, mais aussi en tant que moi-même délégué et élu aujourd'hui, que l'école, j'ai le sentiment que ce sujet-là passe toujours après. C'est un budget qu'on remet toujours. Voilà. Si, c'est vraiment le sentiment en tout cas. Je suis. Sur l'extérieur, je pense qu'il y a des choses à faire à l'intérieur, notamment au niveau des toilettes ou l'école élémentaire. On parle de changement climatique. Je pense qu'en termes de... Il faudrait peut-être réfléchir, parce que là, c'est vrai que moi, j'ai même mes enfants à l'école, comme d'autres, certains qui sont là. Il y a cette problématique-là, peut-être de végétaliser un petit peu les cours, aussi bien l'école maternelle que l'école primaire. Je pense qu'il y a des sujets plus importants que de peindre à l'extérieur. Voilà. Oui, tout simplement, le temps que tu prennes, que le micro arrive jusqu'à toi, simplement pour dire que pratiquement 40% du budget de la commune passe dans les écoles. Avant de passer la parole à Jean-Philippe, je voudrais quand même rappeler 2-3 éléments. Alors,
Là encore une fois, si vous aviez suivi les réunions de préparation budgétaire, vous auriez pu y voir les lignes qui étaient dédiées sur l'entretien des écoles. J'entends et on m'oppose la prise en charge de la maintenance des peintures extérieures, mais il ne faut pas oublier que ça fait partie des organes et de l'aspect aussi de nos écoles. Fut un temps, on pouvait nous le reprocher, que ce n'était pas esthétiquement acceptable. On essaye de maintenir ces réparations et ces rénovations de peinture extérieure de manière à ce qu'il y ait quelque chose de correct et d'acceptable le plus régulièrement possible. Enfin, en tout cas, je vais m'y astreindre et je prends les problèmes au fur et à mesure. Voilà. Je prends les problèmes au fur et à mesure. Il y a également prévu dans les enveloppes, et notamment sur ma partie gestion infrastructure, la reprise pour un peu plus de 30 000 € des vitres cassées par les enfants. Il y a également, vous parliez de la végétalisation des écoles. J'ai usé mes fonds de jean sur les commissions écoles sur mon premier mandat. Et je peux vous dire qu'autour de la table des parents, on nous a assez longtemps agacés pour que les enfants ne se salissent plus les jeans sur des cours végétalisés. Et on nous a fait des pieds et des mains pour les goudronner, alors que nous n'étions pas favorables. Alors, j'entends la question de la végétalisation, j'entends la question de l'écologie, je la partage. Les cours végétalisés, ombragés, naturels, etc., j'y suis favorable, mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Refaire des investissements d'enrobés tels qu'on l'a fait pour l'école maternelle, tel qu'on a dû le faire pour l'école élémentaire parce que c'était le cadre au moment. Il y a des priorités, je pense. C'est peut-être pas la priorité, c'est peut-être pas notre priorité par rapport à vous, à vos objectifs, mais je pense qu'il y a en effet d'autres sujets et d'autres préoccupations pour nous. La réflexion complète de l'école maternelle, il y a un travail de fond à mettre en place, il y a des réflexions, il y a des réunions de travail qui sont en cours, et le temps administratif joue souvent contre nous à l'heure actuelle. Voilà. Mais des travaux et des investissements, il y en a un certain nombre. Je vais donner la parole à Jean-Philippe. Merci Jean-Marc. Alors, un petit point quand même par rapport à tout ça, parce qu'au bout d'un moment, ça devient un petit peu agaçant. Et même si j'avais pris le parti depuis quelques temps de notaire, au bout d'un moment, il faut de temps en temps parler aussi. Budget par enfant, plus de 50 €, que ce soit à l'école élémentaire ou à la maternelle. Si on fait le tour un peu de la circonscription, on s'apercevra qu'on est pas mal placé, voire placé au moins sur le podium. Ça n'a pas évolué, on était même à une certaine époque premier. Sur ce point-là, ça c'est la première chose. Je rajoute à ça cette année, sur ce budget de plus de 50 €, les enseignants ont demandé d'avoir des manuels maths, français qui vont servir dans le temps, pas que pour une année, mais pour plusieurs années. Calculé, non pas par mes soins, mais par la directrice, un peu plus de 20 € par enfant. Ce qui veut dire que le budget de 50 €, cette année, il est plutôt sur du 70-80, chose qu'on ne m'a pas refusée. Renouvellement complet de la classe mobile, 15 ordi. Renouvellement complet, une réflexion mercredi après-midi en présence de tous les tableaux numériques. Ça, c'est normal, c'est de l'entretien, si on veut pas que ça casse. Son côté maternel, installation de tableaux blancs interactifs à la rentrée. Tablette. Bon, j'en passe, c'est les meilleurs. Et en ce qui concerne mon degré de contrôle et de satisfaction, mon degré de satisfaction, c'est le retour des directrices. Voilà, les deux côtés. Elles sont contentes de voir que les choses évoluent. Elles acceptent de voir que certains travaux mettent plus de temps que d'autres, et c'est normal. Certains travaux qui prennent du temps sont parfois faits qu'aux vacances parce que, forcément, les locaux sont occupés du lundi au vendredi. Donc, elles acceptent tout ça. Lorsqu'il y a une intervention d'urgence, je n'ai pas à me plaindre, c'est toujours fait, et j'ai le retour des enseignants qui m'en remercient, et je transmets les remerciements. Donc, de ce côté-là, certes, il y a des choses qui peuvent encore avancer, mais je pense que les choses avancent, et depuis 10 ans que je suis à ce poste, quand il y a eu des demandes particulières, avec des budgets particuliers, qui ça restait de l'ordre de quelque chose de sensé, de cohérent,
En 10 ans, je peux dire qu'on ne me l'a jamais refusé. Voilà, pour le maladie. Merci. Moi, j'ajouterais une chose, c'est que c'est méconnaître les dossiers en cours et les dossiers passés que de dire qu'il n'y a jamais rien de fait dans l'école, ou du moins d'en avoir le sentiment. On n'est pas ici pour faire du sentiment. Voilà. Ça, c'est bien compris. Je termine. Bon, après ces intervenants, ces brillantes interventions, je vous remercie à tous les demandes. C'est vrai que c'était important. Après, bon, il y a des fois un petit peu de parti pris, mais c'est pas trop grave. On va voter cette délibération, si vous le voulez bien. Ce qui concerne donc le fonds départemental d'aide à l'équipement des communes. Qui est contre cette délibération? Vous êtes contre, alors donc, Madame Sens, il s'agit de récupérer 17 000 €. Hein. Donc vous êtes contre le fait qu'on récupère 17 000 € de la part du département. Justement, il y a une subvention à récupérer, autant flécher sur des... Mais ça, si vous voulez, je vais vous dire franchement, Madame Sens, elle est fléchée, cette subvention aujourd'hui, parce qu'effectivement, on la demande là-dessus. Et si demain, on redélibère ensemble différemment, on aura encore les 17 120, d'accord? Donc effectivement, la délibération qui est aujourd'hui, c'est vraiment dans le but d'obtenir la subvention. Hein. Sauf qu'on soit bien clair par rapport à ça. Donc on a fléché cela, mais c'est pas pour ça qu'à côté, effectivement, voilà, il y aura rien de fait au niveau des écoles. Vous voyez ce que je veux dire? On a fléché 17 000, on ne va pas les faire. Donc moi je constate une chose, c'est qu'effectivement, c'est vraiment très contre-productif quand même. Et ça me paraît tout à fait singulier, effectivement, de voter contre une délibération qui rapporte 17 120 €, effectivement, à la commune de Podensac, et ça, c'est à noter quand même. Alors, je vais ajouter, du coup, c'est pas... donc, M. Dupuis a bien dit des choses, qu'il a des priorités, l'extérieur est plus important que l'intérieur, en tout cas pour le moment. Mais j'ai bien compris, sauf qu'effectivement, le sens de la délibération, vous n'avez pas compris du tout. Et ça m'ennuie un peu. Mais c'est pas bien grave, c'est que vous êtes effectivement qui est contre, donc Madame Sens, qui s'abstient. Le reste est pour, je vous remercie. Au moins. Oui, parce que c'est vraiment. Se priver de 17 120 €, ça m'aurait un petit peu ennuyé. Merci à tout le monde. On continue, M. Dupuis. Délibération numéro 3. Concernant la numérisation 3D de la statuaire du domaine Chava, donc dans la suite de ce qui a été réalisé en 2020 et conformément à la prévision budgétaire de 2021, cette délibération vaut demande de subvention auprès du département et de la région. Donc pour un montant de cette seconde phase à hauteur de 32 556 € TTC. Et donc le tableau de demande de subvention que vous retrouvez en page 2 avec pour la région, alors comme d'habitude, région, département, c'est une demande commune. La DRAC, vous avez commencé à avoir l'habitude, à chaque fois ils nous font reprendre une délibération individuelle. Voilà, donc région, une demande de subvention à hauteur de 4 070 €, département à hauteur de 4 437 €. Voilà, rien d'exceptionnel sur la délibération. Alors peut-être que ce que je peux faire pour illustrer la première tranche qui a été réalisée sur 2020, c'est, si Monsieur le maire vous le permettez, montrer une illustration de la numérisation. Alors la qualité de la projection de ce soir n'est pas au rendez-vous, mais dans un second temps, je l'enverrai à l'ensemble, peut-être au moment où on enverra le compte-rendu, on enverra un lien pour vous montrer ce que représente la numérisation. Je vais montrer l'aurore qui est au pied des escaliers à l'intérieur du château. Donc ça, c'est le modèle numérique 3D qui a été réalisé. Donc on part sur le scanner 3D, c'est le maillage que vous avez vu là, à l'instant en liseré vert. Vous le verrez mieux sur vos propres écrans quand vous enverrez le lien.
Et ensuite, c'est le modèle, c'est la photogrammétrie qui est appliquée la photogrammétrie qui est appliquée sur le modèle 3D et qui nous permet d'avoir une restitution de la statuaire en intégralité. Alors à partir de ces modèles, ça c'est une vue de présentation, mais bien sûr sur une vue technique de travail, dans le cadre d'une restitution, d'un remplacement ou de la sculpture partielle d'éléments et de fragments, on peut aller mesurer élément par élément, mais tout ça je vous l'ai déjà expliqué dans le cadre de la première phase. Voilà la parenthèse que je voulais, et pour illustrer la délibération de la phase 2. Merci monsieur Depuy. Ce que vous avez vu à trame verte, c'est une trame en fin de compte, ça s'appelle un nuage de points. Et plus effectivement les points sont resserrés, plus effectivement on a quelque chose de précis, on peut même descendre pratiquement jusqu'au pixel de telle manière à faire en sorte d'avoir une modélisation des plus parfaites. On le fait beaucoup pour les façades maintenant. Bon, on passe au vote sur cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Madame Guilouzot, Monsieur Pernin, Monsieur Le Barbier. Je vous remercie. Subvention. Monsieur Pélisson, pardon. Je l'avais oublié. Excusez-moi. Éclairage public, demande de subvention, qui est-ce qui le présente? C'est simple, généralement c'est toi qui l'ai présenté autrefois, donc effectivement on a des petits travaux là. Oui, la commune de Gaudinsac est adhérente au SDEG, membre du SDEG, et le SDEG octroie une subvention de 20% pour tous les travaux neufs. Là, il s'agit de mettre quelques lampadaires neufs à des endroits où il y a actuellement des trous noirs. Donc voilà, il s'agit tout simplement que M. le maire fasse la demande de subvention auprès du SDEG et on aura 20% de remise sur le montant de l'opération hors taxe. Voilà. En fin de compte, le SDEG nous facturera les 4 949,07. Voilà. Parce qu'on ne paie pas la TVA sur le SDEG. Oui, non, en plus, ça vient, les 20% viennent en plus de l'exonération de TVA. C'est-à-dire qu'au total, ça fait 40%. D'accord. Ok. Et contre cette délibération? Pardon, excusez-moi. Parce que dans les cas du remplacement, est-ce que ce sont des lampes économie d'énergie? Ah non, non, excusez-moi. Ce sont des lampes à LED, effectivement. Oui. Avec des bipuissances. C'est-à-dire qu'à partir de 23h jusqu'à 5h du matin, on divise la consommation par 2. Ce sont déjà des lampes à LED qui consomment beaucoup moins que les lampes traditionnelles, et en plus elles sont bien. On se demande si on va pouvoir les conserver quand même, parce qu'effectivement, du point de vue écologique, ça pose des problèmes la nuit. C'est ces lampes qui sont des lampes bleues, et qui empêche effectivement certaines plus particulièrement certains secteurs nocturnes de vivre normalement. Donc il n'est pas possible que les lampes à LED bleues qui ont été posées dans toutes les régions de France soient un jour remplacées à cause de ce désagrément sur le monde des insectes. Bon. Qui est contre cette subvention? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ah, on a un petit lotissement qui se crée sur la route, sur le bout de la rue Pierre-Vincent, sur la gauche, sur la propriété de la maison, contre le lotissement, là. Ils appellent ça juste après la maison à gauche, donc ça s'appelle ça le Clos du Noyer. Le lotisseur est venu nous voir on était là avec Jean-Marc, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait, pour nous expliquer qu'effectivement il faudrait peut-être qu'on prenne la en charge dès la création du lotissement. Et on leur a expliqué qu'effectivement, si vous voulez qu'on prenne la en charge, il aurait peut-être fallu qu'ils nous associent un peu dès le départ, parce que dans les 10 mètres, mettre un bout de de 80 cm, une voirie de 5 cm, un parking et un autre flux de trottoir, avec des pentes partout. Il faudrait qu'on passe effectivement
la débroussailleuse, on entretient tout ça, on garde tout ça très propre, mais c'est pas aux normes, effectivement, qui n'est plus dans le poste, donc on leur dit de n'en recevoir. Donc ça embête un peu, mais donc j'ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va délibérer, pour que vous puissiez, soyez vous libérés et de ce poids. Et en fin de compte, ils vont créer une association syndicale de lotissement, et puis les gens, et ils auront un président, et ils vont entretenir effectivement, elles ne correspondent pas aux normes qu'on a prévues, et on ne va pas faire passer les employés communaux dans des voiries, effectivement. Ils nous ont pas associés dès le départ. Notre un jour, ça va avoir les communales, mais pas tout de suite. C'est sûr que ça va être, effectivement, c'est vrai que c'est une voirie qui va être vraiment, on parlait tout à l'heure de stationnement, c'est vraiment un peu difficile. Donc l'idée, c'est de prendre des délibérations pour qu'ils puissent quelque part s'appuyer là-dessus, à la vente de l'eau. Même les camions, les ordres de nageurs ne vont pas rentrer à cette voirie. Ils ont couru, effectivement, au maximum. Donc, écoutez, je vous demande effectivement de prendre cette délibération de telle manière à ne pas faire en sorte que nos employés communaux soient mobilisés sur ce petit loi. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité, y compris M. Kenson. Désaffectation et classement de la place des Fontaines, oui, il y a un propriétaire d'une maison qui est sur le bas de la place des Fontaines, dans la petite rue, là, qui effectivement a acheté une maison et qui aimerait bien avoir les 75 mètres carrés devant chez lui. Bon, voilà, c'est un truc qu'il entretient, donc de ce côté-là. En plus, c'est le domaine public, et ce n'est pas les domaines privés de la commune. Je le dis bien, donc effectivement, il y a là une délibération à prendre. Vous avez le plan, vous avez tout reçu le plan? Oui. Donc voilà. Il n'y a rien de plus que ça. Oui, Marie. Non, je m'étais renseigné parce que je viens de partir de savoir société. D'accord. C'est un petit bout, mais il utilise, hein, c'est un petit bout qui est utilisé, qui est où les voitures sont garées, effectivement, c'est quelque chose qu'on aura pu entretenir, c'est des voies publiques. C'est des remarques. Qui est contre cette délibération? Chapi, levez la main. Non, absolument. Qui s'abstient? Yann. Yann m'a dit que je voulais s'abstenir. Yann Sarté. Voilà. Merci beaucoup. On continue, je crois qu'on monsieur lutte contre les nuisibles au restaurant scolaire, c'est d'accord? Moi, oui, ça va aller vite, on a déjà eu l'occasion d'en parler et on a passé une délibération l'an dernier sur la prise d'un contrat en cours d'année 2020 sur le contrat de lutte contre les nuisibles. C'est une obligation réglementaire au restaurant scolaire et là on se propose de passer sur un contrat qui est annualisé et qui sera renouvelé pour une durée de 48 mois. Voilà. Le contrat sera pris au 1er juillet et renouvelé pour une durée de 48 mois. Rien de particulier là-dessus, c'est une conformité réglementaire en matière de sécurité sanitaire pour le restaurant scolaire. Des questions? C'est bon. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Convention d'animation avec CAP 33, bon, c'est comme tous les ans, comme d'habitude, effectivement, c'est la communauté des communes du conseil départemental qui s'engage pour le partenariat. Donc, il y aura des activités qui seront proposées au domaine Chava selon les conditions définies par la convention qui a été visée, revisée et relue par Jean-Marc depuis, et je pense qu'effectivement là ça va fonctionner. Et au moins effectivement on ne sera pas pris par surprise sur le domaine Chava. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? On fait ça tous les ans, hein? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup à l'unanimité.
Bon, je crois que l'ordre du jour est terminé. Oui, donc j'ai deux informations à vous donner. Vous savez qu'il y a un concert à la Maison des Vins de Graves tous les ans et la commune de Boninsac a pour habitude de louer le piano. Donc on continue effectivement à louer le piano. Ça c'est une info. Et puis il y a aussi un magnifique livre qui a été envoyé par les Américains, c'est Warren qui nous l'a mis à disposition. Il est à la librairie, je crois. Il y aura effectivement, pour ceux qui veulent le consulter, ça s'appelle La France en Amérique. Il y aura une page pour savoir qui est-ce qui l'a pris, et le temps qu'il faudra effectivement le faire tourner assez rapidement. Il faut qu'on sache d'abord où il est, il faut qu'on sache le redemander, le cas échéant, pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà les deux informations. Après, écoutez, dimanche, pour tous ceux qui effectivement sont assesseurs, mais je pense que tout le monde autour de la table est assesseur. Non, c'est ça? Sauf vous, peut-être, M. Fermin. D'accord. Oui. Vous allez recevoir 48 heures avant. Ça t'est arrivé, ils sont là. Voilà, 48 heures avant. C'est rare? Question? Même ça. Alors, M. Dupé a parlé de travaux, de l'étude qui est menée pour la rénovation de l'école maternelle. Juste une hypothèse, j'aimerais bien être associée, si possible, pour cette. C'est mieux si on n'entend pas. Oui, par rapport à la rénovation de l'école maternelle, j'ai cru comprendre qu'il y a une étude qui est menée. Faisant partie de la commission école, j'aimerais pouvoir être associée. Ça, c'est une requête. Si vous faites partie de la commission école, je ne vois pas comment vous ne pourriez pas être associé. Mais je ne suis pas, donc je vous demande expressément ce jour. Attends, mais elle n'a pas commencé. Ah, d'accord. Je vais y revenir. Mais si vous faites partie de la commission école, vous avez l'info, hein? Non. Ben non, je ne sais pas. Moi, je pensais que l'étude était commencée, puisque c'est a priori. Alors là, je suis non seulement vexé, mais un peu en colère, parce que j'en ai déjà parlé. J'ai déjà dit qu'il y avait une étude d'entamer, seulement une étude et un projet. J'ai même des parents d'élèves qui n'arrêtent pas de m'interroger là-dessus. Je crois que tu es même en relation avec eux d'ailleurs. Mais donc, ce projet, il est entamé. Il y a des discussions qui ont démarré. Il y a eu quand même une période de confinement qui ont mis un peu à l'arrêt pas mal de choses. Donc, je suis comme toi et comme beaucoup, j'attends la suite et on verra à ce moment-là. Et il ne faudrait pas dire, quand on me connaît, je ne suis pas le genre de personne qui garde des informations pour moi. Ça, c'est vraiment vexant et agaçant. Sans vouloir en remettre une. Non, mais je termine parce que où je parle pas, je parle. Mais quand je parle, je me lâche. Voilà. Je suis désolé, mais quand ça m'agace, je parle. Sans vouloir en remettre une deuxième couche, sans faire de jeu de mots avec les peintures, on est très inquiet pour l'aménagement de l'école maternelle à l'intérieur. Il faut savoir aussi que cette année, en plus de tout ce qui va être mis en fonction sur le numérique, à l'école maternelle, ils en sont ravis d'ailleurs, il y aura des placards individuels dans chaque classe pour chaque élève. Ça fait partie de l'aménagement intérieur. Donc on ne peut pas dire qu'on ne fait rien. Et donc encore une fois sur ce projet, qui sera associé au même titre que les autres membres de la commission, quand j'aurai des éléments. Il est très agaçant d'avoir des parents qui viennent monter au créneau où je sens qu'on travaille dans mon dos. Et ça me donne de m'agacer. Ou on travaille ensemble, on avance ensemble, on a des choses à me dire, on me les dit, il n'y a pas de problème. Par contre, si ça arrive au niveau de mes épaules et par derrière, ça me donne de me faire perdre ma zénitude habituelle. Voilà, merci.
voudrais clarifier deux choses, parce que c'est vrai que je suis surprise par ta réaction. Je ne devrais pas. Ah bah si. Alors, je pense qu'on en parlera, parce que bon, c'est vrai que moi, j'ai pas eu le temps de discuter. Oui, il y a un certain nombre de parents m'ont saisi, oui, ça c'est vrai, mais c'est pas pour autant que, je sais pas, voilà, il y a des choses, donc, a priori, vous avez travaillé sur une étude, mais j'étais pas conviée sur cet aspect-là. Je sais pas si les autres membres de la commission étaient conviés. Je demande simplement ce jour, sans aucune arrière-pensée, participer. Je pensais que c'était un projet qui était plutôt géré par M. Dupuis, c'est pour ça que je me permets. Donc rien contre toi à titre personnel, Jean-Philippe, rassure-toi. Alors je poursuis sur deux autres questions. Sur la partie vide-grenier, est-ce que vous avez prévu d'ouvrir? Vous voulez en faire un camp? C'est vous que vous voulez faire un vide-grenier? Non, enfin pour la population pendant ça, enfin, je ne sais pas, il y a d'autres communes qui Pourquoi on vous a posé des questions sur les vide-greniers? Oui. Bon. Et après, ce qu'on vous a dit, j'ai tranché, d'ici les 29, il n'y aura pas de vide-grenier. Je voudrais comprendre un peu les raisons qui vous ont poussé justement à... Parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a des notes préfectorales qui sont tombées. Après, là, le vide-grenier qui était prévu, il était le 27. Je me suis très bien entendu avec le président en question. Il n'y a pas de problème. Il ne faut pas voir que ça soit forcément rattaché à quelqu'un en particulier. Je parle en général, c'est oui, pas... Évitez d'associer les gens parce que voilà. Ne vous inquiétez pas, cette association, je la fais automatiquement. C'est mon cerveau qui... D'accord, mais alors que... C'est mon cerveau qui fonctionne comme ça, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour ça, vous en aurez l'habitude par rapport à ça. À partir du 29, les mesures barrières vont être un petit peu libérées. Et on pourra effectivement faire le vide-grenier. Je pense que ce président-là, que vous connaissez, va le... Si c'est un voisin à vous... C'est pas parce que c'est mon voisin qu'il est forcément... Non, je pense qu'il n'apprécierait pas du tout d'abord. En plus, il ne savait même pas qu'il y avait des élections effectivement le 27. Je vous le dis, il ne savait même pas qu'il y avait des élections le 27. Et quand je lui ai appris, ça m'a fait drôle, il voulait me mettre un vide-grenier devant les écoles. Donc jusqu'au 29, il n'y aura pas de vide-grenier. Et à partir de ce moment-là, on va commencer à regarder s'il va décaler un petit peu effectivement sa date. Et on va essayer de libérer un petit peu les choses gentiment. Sachez qu'il y a une autre préfectorale qui tombe dessus. Jusqu'au 29, les vide-greniers sont très contraints. Il y en a qui font n'importe quoi. Il faut effectivement faire. Éventuellement, si vous la voulez, la note, on vous la fera passer. On l'enverra à Marie, ça va dans le sens. Elle l'enverra jusqu'au 29, qui est une note de la préfète qui est assez stricte par rapport à ça. Donc, on va libérer les choses après le 29. Et vous le direz, vous pouvez lui dire. Il n'y a pas que ce monsieur, en l'occurrence, on est tous sur Prudensac. On a échangé des mails, on a échangé des SMS. Voilà. Il ne faut pas toujours trouver des personnes. Il n'y a aucun lien. Je pose une question. Moi, j'ai vu votre annonce, donc je questionnais, sachant que le week-end dernier, on a très très bien apprécié l'événement qui a eu lieu. D'ailleurs, je voulais vous féliciter en tout cas à la commission culture. C'était un très bel événement. Vous avez fait plaisir à beaucoup de gens. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir. J'ai pu prendre un petit moment. Donc, c'est pas... Voilà, vous avez permis cet événement la semaine dernière, donc je me suis posé la question... Pas dans les mêmes conditions, parce que le vide-grenier, c'est assez particulier. Ce qu'ils appellent les brocantes, ce que la préfète appelle les brocantes. Il devait y avoir effectivement de la restauration, là, le 27. Il devait y avoir plein de choses, alors qu'effectivement, c'était interdit. Sur la manifestation de samedi, vous n'avez pas eu de restauration, vous n'avez rien vu. Pas de buvette, rien. C'était organisé dans les règles avec une distanciation et dans le parc, de telle manière à faire en sorte qu'on puisse maîtriser un petit peu les choses. Un vide-grenier, vous ne le maîtrisez pas. D'autant plus qu'un vide-grenier, d'autant plus que cette année, il n'y a pas eu de calendrier des fêtes. Donc on va relancer les choses, et Pascal Lowe s'est engagé d'avancer d'un mois la date où il va faire le calendrier avec les associations, de telle manière à pouvoir effectivement leur permettre de repartir. Ceci dit, je vois ce qui se passe en Angleterre. Je pense qu'effectivement, au mois de septembre, j'espère qu'on en sera loin quand même de ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre. Ils ont reculé quand même de 4 semaines aujourd'hui.
la sortie et les contraintes, il faut savoir que ce fameux variant Delta va nous pourrir encore la vie pendant un moment. Bon, je voudrais quand même apporter une précision. Madame Sens, par rapport à vos remarques. Premièrement, par rapport à la remarque dans le cadre de la délibération sur le DAEC. Voilà. Attention à ne pas déformer mes propos. Nous étions sur un engagement sur 2021 en termes d'investissement, et le DAEC fléchait les investissements. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit et ce n'est toujours pas, et il ne sera jamais quelque chose que je vais délaisser. L'école maternelle n'est pas mis au rebut, n'est pas mis et relégué à plus tard. On y travaille. On a des sujets de fond. Vous n'avez pas été associé pour l'instant parce que à l'heure actuelle, nous sommes dans une réflexion administrative. Nous sommes à 7 ou 8 réunions avec les services du département. Nous avons lancé une demande d'accompagnement du département dans le cadre d'une convention d'aménagement d'école. Voilà, le travail se fait. Il se fait en temps masqué, il se fait sans forcément partager parce que pour l'instant il n'y a pas de scoop et il n'y a pas d'avancée notoire. Nous sommes, vous le savez, en pleine période électorale au niveau des départementales, donc ça fait quelques semaines et mois que les services n'ayant plus de positionnement d'élus à la veille des élections départementales, il y a certains dossiers qui ne peuvent pas avancer. Voilà, et c'est compréhensible. Pour d'autres, on y travaille en interne, on travaille dans le cadre des bureaux municipaux, on travaille entre adjoints. Au moment où il sera opportun d'intégrer le reste de l'équipe, et il le sera, et le plus tôt possible, je le partage. Les enseignants nous ont sollicité et je leur ai fait la même réponse. Dès qu'on aura de quoi partager, bien évidemment qu'on associera ceux qui voudront y travailler, en priorité les membres de la commission école. On ne laisse pas les gens au bord du chemin. Voilà. Sous le mandat précédent, il ne me semble pas que sur les projets que nous avions engagés, nous avions caché quoi que ce soit. Vos collègues élus autour de la table pourront peut-être vous le partager. Il n'y a pas de non-dit, il n'y a pas de choses détournées. On est dans le strict fonctionnement. Mais ça, il faut le connaître, il faut l'apprendre. Et c'est pour ça que je vous dirais peut-être, j'ai l'impression de me voir 10 ans ou 15 ans en arrière. Quand j'ai démarré en tant que conseiller municipal, moi aussi, j'étais plein d'envie, envie d'avancer vite, dans l'incompréhension de voir la lenteur dans laquelle les choses se passaient, mais pas faute de l'engagement des élus, faute aussi à un mode de fonctionnement qui nous contraint à être sans arrêt en interaction avec d'autres services administratifs qui ont en plus, eux, leur propre calendrier, eux aussi ont leur propre cadencement de fonctionnement et ils n'ont pas que nous à gérer. Et ce qui amène à avoir des temps longs. Ces projets d'école, on parle de stade, on parle de circulation douce sur la RD 1113, il y a un certain nombre de projets structurants du mandat, mais du mandat, pas de l'année 2021. C'est pas parce qu'on a été élu en 2020 que les premiers coups de pioche ne sont pas donnés en mode 2021 qu'il ne se passe rien. Et j'y suis assez attentif et je ne ménage pas mon temps tout au long de ces semaines-là pour que les sujets avancent. Voilà. Donc soyez-en certaines. Et au moment où on aura de quoi faire avancer la réflexion commune autour de la création, de la réhabilitation, on n'en sait rien aujourd'hui. On lancera des études en temps et en heure dès qu'on aura les feux verts et qu'on pourra aller, là encore, chercher des accompagnements financiers pour que la commune puisse s'y retrouver dans les dépenses. Dès qu'on aura tous ces feux verts-là, on lancera les études préparatoires et il y aura une réflexion commune qui sera menée. Voilà ce que je voulais apporter comme précision. Mais en attendant ces éléments-là, il nous faut quand même avancer sur un certain nombre de faits, d'entretien. Les peintures, ça a été le cas, à mon sens. Ça fait bien longtemps qu'on aurait dû le faire. Voilà, c'est fait, on y active, comme pour d'autres éléments sur la commune. Je vous parlais des 25 ou 30 000 euros de vitres cassées sur les 2 écoles et le restaurant scolaire. Ça aussi, c'est une question d'investissement.
Mais si on n'avait pas tous ces travaux au quotidien, peut-être par négligence, peut-être par manque de surveillance, peut-être par manque de suivi, peut-être que ces enveloppes d'investissement que l'on fait annuellement, on pourrait peut-être plus vite les mobiliser sur d'autres projets qui sont plus structurants. Et moi, c'est un constat, hein. Je prends la charge de l'infrastructure et je salue le travail qui a été fait par Serge Gallier sur les mandats précédents, mais c'est pas simple. C'est pas simple et c'est pas parce qu'on n'a pas envie. Voilà. C'est parce qu'il y a une priorisation, il y a une action à mener et j'essaie de la mener avec le meilleur bon sens qui soit, en collaboration avec les services techniques, avec la commission infrastructure. Et franchement, on ne lâche rien, à aucun moment. Vous parliez des toilettes tout à l'heure. On est au moins une fois par semaine 2 agents mobilisés sur les écoles. 2 agents des services techniques pour réparer ce qui s'est passé en 48 heures. Je suis atterré. Je découvre un petit peu plus. J'en entendais parler, j'étais pas en fonction, j'en entendais parler. Aujourd'hui, c'est ma charge. Et je ne comprends pas. J'y suis allé dans les écoles. J'ai vu, j'ai discuté avec les enseignants, j'ai discuté avec les ATSEM, avec les gens qui s'occupent de l'encadrement sur le temps scolaire et sur le temps périscolaire. Il y a de l'incompréhension parce que chacun croit faire, et peut-être a raison, son job. Mais le résultat, c'est ça, c'est deux personnes pendant une journée, toutes les 48 heures, des services techniques. Après, on peut, en conseil municipal, vous me posiez à plusieurs reprises d'ailleurs, pourquoi la balayeuse elle ne sort pas? Eh bien, c'est difficile parce que quand on est sans cesse en train de mobiliser des agents sur des réparations, des dégradations globales sur la commune, mais alors, au niveau de la commune, on pourrait dire qu'on ne maîtrise pas cette population, à l'intérieur des écoles, moi je trouve ça dramatique. Voilà. Des exemples sur de l'entretien, du suivi, de la mobilisation, je pourrais vous en sortir. Ils ne sortent pas tous cela, mais et on n'est pas là en conseil municipal pour faire le bilan de ces éléments-là. Mais voilà ce que je voulais partager quand même avec vous, parce que ne croyez pas qu'il ne se passe rien. Et pour moi, c'est très frustrant d'apprendre cette parole-là de cette façon. Voilà, il y avait des priorités qui me paraissaient nécessaires et que j'estimais important d'aborder ce jour. Dans quelqu'un qui remet en cause, c'est bien le travail que vous menez depuis. Voilà. C'est depuis, c'est pas depuis, c'est depuis. Pardon. C'est moi qui vous remercie. Par rapport au test pour les élections. Je vais répondre. Non, mais si on est vacciné, il n'y a pas besoin de test. Si vous êtes vacciné, il n'y a pas besoin de test. On va envoyer un mail, je pense, effectivement, pour dire que soit les tests, effectivement, on en parle avec vous, soit les tests. Vous pouvez dire que vous avez la possibilité d'aller chercher en mairie, pour ceux qui sont effectivement, qui ont peut-être testé. Si ceux qui ne peuvent pas aller le chercher en mairie, ils devront quand même répondre par mail pour dire qu'on leur porte chez eux. Les personnes